On démarre par un jeu pour Ah. savoir qui de Juliette ou moi lance l'émission. Juliette. Alors, Papy, Oui, tu vas nous donner une lettre de ton choix, une lettre de l'alphabet, et Ramzi et D'accord. moi, on va devoir deviner le plus vite possible un titre de quoi, Ramzi? Puisque c'est toi qui décides de tout. Faut qu'on devine un film. Faut qu'on devine un film. ah Allez, d'accord. Faut qu'on trouve un film. Ok. Eh ben, oui. vas-y. J. Jusqu'ici, tout va bien. Le film de Nawel Madani. Bah écoute, oui, si c'est un film, tu. L'essentiel, c'est que tu gagnes, Ramzi. Mais oui, on est tous contents pour toi. Ouais, tu on est sais, vraiment- Ramzi. Voilà. Bienvenue à toutes et à tous dans La Fabrique, le podcast qui traite de la création. Notre invité du jour on l'appelle Papy. Ouais. C'est un aristocrate, on l'appelle Papy de Trappe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'y tiens. C'est la saison 4 de La Fabrique, l'épisode 36. 36. Bonjour Ramzi Assadi. Bonjour Juliette. Et je suis Juliette Arnaud. Ouais. En Et avant. donc, notre invité Papy de Trappe, qui est metteur en scène, Entre autres. entre autres. Oui. Et donc, vas-y Juliette, je te laisse lancer la question rituelle que la France attend. Mais bonjour la France. Elle t'emmerde la France, Ramzi Assadi. Ouais, dit comme ça, Je l'ai c'est... bien compris. Dit comme ça, c'est bizarre cette phrase. Papy, voici la question rituelle. Qu'est-ce qui, dans ta vie, dans ta jeunesse, t'a donné l'autorisation d'embrasser une carrière artistique? Alors, je dis qu'est-ce qui, mais ça peut être qui est-ce qui? Oui. Alors, c'est plusieurs éléments, bien entendu. C'est pas forcément. Il n'y a pas d'un eu de seul baguette coup. magique? Il y a eu un truc. Ah! Il y a eu un truc. À un moment donné, j'étais dans ce qu'on appelle au lycée, j'avais pris espagnol grand débutant, parce que j'avais fait espagnol, mais j'étais très mauvais. Donc j'ai essayé de me dire, si je prends grand débutant, avec la petite base, j'aurais peut-être des meilleures notes. Il se trouve que je prends cette option, et donc en seconde, et je tombe sur la prof d'espagnol que j'avais eue au collège. Donc j'étais grillé. Et du coup, elle s'est mise en tête, je ne sais pas pourquoi, de monter une pièce de théâtre. Alors moi, j'étais En affolé. espagnol? En espagnol. Donc, oui, non, mais tu rigoles, mais moi, déjà, j'avais eu toujours 0 en récitation. J'étais incapable J'étais pourtant un joyeux drille en classe, mais dès qu'il fallait être devant la classe, impossible pour moi. J'étais bloqué et tout. Et donc, c'était El Estudiante de la Cueva de Salamanca. Et Ce qui veut dire, parce que moi j'ai fait allemand. Ah oui, d'accord, excuse-moi. Je ne pourrais pas te le faire en allemand, mais en français, c'est l'étudiant de Salamanque, D'accord. qui est une ville espagnole. Et donc, c'est un truc du 15e siècle, je sais pas quoi. Et moi, j'étais terrorisé. Donc, comme on n'était pas nombreux, les copains, ils ont tous pris des petits rôles, et je me suis retrouvé à avoir le rôle principal. Donc, j'étais voir la prof, je fais « Pardon, mais ça va pas être possible. » Elle fait « Non, mais si, c'est bien sûr, ça va être possible. » Madame Meki. Et du coup, j'étais terrorisé. Et la première phrase de ce théâtre, c'était « Me ahogo », c'est-à-dire « j'étouffe », parce qu'il s'était enfermé dans un truc. Et du coup, j'ai répété cette phrase 15 000 fois, je dormais pas, machin, et du coup, elle est sortie avec une violence en moi. Et Parce que c'est ce que tu ressentais aussi. Super, vraiment, papy, t'as assuré et tout. Non, j'ai juste peur. Et voilà, ma rencontre avec le théâtre a été ça. Et ensuite, j'ai fait des rencontres parce que le clown m'intéressait. Et voilà, et j'ai eu comme prof. Mais alors, c'est cette prof d'espagnol Qui qui, m'a- et d'une du certaine coup, manière, j'ai fait- autorisait. Qui m'a embarqué dans ce que était le théâtre. Et la première fois que j'ai vu que les gars me regardaient autrement et que les copains et les copines ils trouvaient que j'étais super, forcément, la considération, on en reparlera, ça m'a aidé après à avoir pris goût à ça. Mais dans la question d'autorisation, il y a aussi une chose qui a à voir avec le milieu dont on est issu, que ce soit la t'imagines, famille ou plus moi, largement le milieu socio-économique. Il y en a qui parlent de plafond de verre. Moi, j'avais c'est des montagnes de verre sur la tête parce que, si tu veux, moi, je suis un enfant. J'étais, entre guillemets, abandonné dans chez Tata Tonton, des gens qui gardaient des enfants, tu vois, une nounou.
Donc, moi, j'étais un apatride j'étais un bâtard abandonné là. J'ai eu la chance de tomber chez Tata Tonton qui ont du coup, cet enfant, qu'est-ce qu'on fait? On le garde. La maman, elle pouvait pas payer, donc elle payait pas. Mais j'étais... et donc, si tu veux, moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai toujours été à des frontières, un truc hybride. Voilà. Hors la loi. En plus, hors système et tout. Mais l'assistante sociale locale disait, il sera pas mieux ailleurs que chez Tata Tonton. Et tu vois, moi, on m'appelle Papy. Eux, on les appelait Tata Tonton. C'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, waouh! Ouais. Et toute la rue les appelait Tata Tonton. Donc, tu vois, moi, du coup, qu'on m'appelle Papy, ça semblait presque normal. Et surtout, comme En tout cas, tu as trouvé le moyen, avec ce surnom, de me de te reconstruire créer, de créer un lien familial dans le nom. Oui. Avec des gens qui n'étaient pas ta famille. Exactement. Mais t'as dit, c'est ma famille. Ouais. Waouh, putain, n'importe quel psychanalyste te ferait des ponts d'or. Écoute, j'ai fait un peu, parce qu'on doit il y a toujours un moment où on clique et on va voir un psy, il voulait me garder. Tu m'étonnes. Faire un élevage. Je pense que j'ai développé une force de résilience très très forte. Et bien, donc du coup, moi, le théâtre, non, en fait. C'était même pas... pas envisageable. Pas envisageable. Donc du coup, et puis là, de voir que... Et puis voilà, comme je dis, les potes, c'est Papy. Ouais, Papy, t'as assuré, machin. Donc j'étais un peu fier quand même. On peut faire une petite parenthèse. Oui, tu peux expliquer. Faisons. De quoi? Papy. Alors Papy, oui, bien sûr. Pas ton vrai nom. Mais non, c'est pas mon vrai nom. J'ai un nom civil. Donc, donc moi, je dis toujours, donc Papy dit Alain de Gois. D'accord. Voilà, ouais. parce que ça, c'est le truc au civil. Et comme, en fait, ça doit être dans les années 78, 79, un autre temps, où j'étais en 5e et Coluche venait juste de sortir un truc sur Papy Mougeot, de Cajar. Et moi, ça me faisait marrer, donc je faisais Papy Mougeot de Cajar avec les copains. Sauf que les copains... Tu refaisais le sketch? Ouais, je refaisais... non, je parlais à la façon de Papy Mougeot, okay, à la manière d'eux. Ouais. Et du coup, les potes t'appellent Papy, sauf que les potes, tu les as en 5e. Tu les as en 4e, tu les as en 3e. J'ai réussi à passer en seconde, je ne sais pas comment, mais j'ai réussi. Et donc, du coup, au lycée, les quelques potes, machin. Dans ma différente vie, je faisais de la danse folk, j'ai monté le bal folk du lycée, et donc Papy fait le bal folk du lycée. Et là, c'était foutu, quoi. Okay, tout le lycée t'appelle Papy, les profs avec qui tu bosses, même les profs m'appelaient Papy. Ouais, mon prof d'éducation physique m'appelait Papy, la prof de philo m'appelait Papy, c'était mort. Puis l'impro, enfin bon... Une vie, un truc incroyable. Et donc, mais la force de résilience, la force aussi du théâtre, le goût du théâtre m'est venu à ce moment. C'était un calvaire pour moi parce qu'apprendre un texte était compliqué. Ma mémoire n'est pas faite pour ça. Alors c'est plus une mémoire kinesthésique, mais je le savais pas à l'époque. Donc j'étais un peu terrorisé, mais le plaisir d'être sur scène, le plaisir de ce regard de l'autre sur toi qui est en train de jouer un personnage qui n'est pas toi, ce qui est une sorte d'habitude, puisque je ne sais pas qui je suis encore. Je cherche, je ne sais pas. Mais on en est tous là, mon pauvre Papy. Oui, tu sais, ma Juliette, mais c'est incroyable, parce que... Et c'est vrai que, du coup, de ne pas être attendu, de ne pas être... Enfin, tu vois, d'être aussi ce bâtard-là, c'était intéressant, parce que, du coup, j'avais tout à construire, quoi. Ouais. Toi, j'arrive, je sais pas. Alors avec le temps, tu fais des recherches, tu vois, voilà. Et puis cette ville de Trappes est particulière parce que Papy de Trappes, donc avec ce côté un peu noble de la chose, fait aussi que je suis dans cette ville ouvrière avec communiste, donc où la culture, ça veut dire vraiment quelque chose. Donc il y a tout un. Ça veut dire quoi ? Justement, tu viens de dire ça veut dire quelque chose. Oui, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que dans l'idéologie des communistes, tu vas retrouver le sport, la jeunesse, ça met en avant, la culture, c'est important, il faut éduquer le peuple. Et étant du peuple, je me suis laissé faire aussi, aller voir des pièces de théâtre, aller au cinéma local. Mais voilà... Enfin, et alors, comment tu... 2 émissions seulement, tu dis? Ah ouais, d'accord. Parce que là, on part loin. Là, on part très, très loin. Et quand tu concrétises donc, cette passion qui naît pour le théâtre en travail, en professionnel? Alors, c'est quelques années plus tard. En fait, moi, à un moment donné, dans mon chemin de vie, je voulais être éducateur.
je me dis, moi, j'ai eu la chance de m'en sortir, mais je vois qu'il y a quand même plein de gens à côté de moi, c'est pas le cas. Donc, je me dis, oui. Et après, on va pas faire de la psy à 2 balles, mais... Si, merde, si. ouais. Alors, en fait, je me suis aperçu, en faisant ça, que je réglais un truc, moi, et que c'était... que c'était pas encore là l'endroit. Et en même temps, à côté de ça, j'étais dans un truc de clown amateur, tu vois, d'une ville d'à côté. Alors j'ai vécu je sais pas si vous connaissez le théâtre de l'Unité, mais bon, c'est sur 50 ans en Yvelines, Trappes fait partie d'une ville nouvelle, et il y avait une compagnie complètement délirante. Et là, j'ai découvert le match d'impro, donc en 82. Et voilà. Et donc, du coup, j'avais cette activité théâtre de façon amateur. J'avais ces trucs professionnels éducateur. Et puis, à un moment donné, il arrive que tu fais des choix en me disant que éducateur, non. Je me suis dit, non, c'est pas ça. Je suis en train de régler un truc là qui est pas encore au bon endroit. Je faisais de l'impro, je commençais à faire des ateliers. J'étais à l'école de théâtre où j'étais. J'ai dit, écoutez, si vous voulez, je mets en place un atelier d'impro. Bon, ils m'ont dit, bon, ok, je ne suis pas payé, puis si ça marche, vous me paierez. Voilà, parce qu'il fallait faire des petits boulots pour bouffer, tu vois. Et ça marchait. Et donc, en 87, je crois, j'ai arrêté ce boulot d'éducateur parce que ça ne correspondait pas encore. J'avais autre chose à faire. Et puis, j'ai développé l'impro. L'impro s'est développé. Je suis devenu un référent. Le prof de gym, Jean Jourdan, du lycée, lui aussi, pareil, a fait les stages. Il dit, ça serait chouette, papy, parce que tout le monde m'appelle papy. Donc, et donc, du coup, il dit, tiens, on va faire un truc, trappe impro, machin. Ah ouais, super, machin. Moi, je suis toujours enthousiaste, alors je suis toujours partant. Et je me retrouve à être là, pour le coup, coordonnateur d'un projet sur ma ville autour de l'improvisation théâtrale. Et donc là, voilà, tu vois, on est en 89. Et c'est parti. Et là, du coup, c'est mes premiers cachets. Puis à la fois, j'étais éducateur sportif de la ville, parce qu'entre-temps, j'avais fait un truc d'éducateur sportif. Je voulais pas être complètement éducateur, mais pas perdre complètement éducateur. J'étais un peu plus sportif à l'époque, donc je fais éducateur sportif. J'étais moniteur de canoë-kayak aussi. Bon, voilà, donc on recherche, toujours en train de chercher ce qu'on peut être. Enfin, toujours est-il. Il y a beaucoup de canoë-kayak à Trappes. Écoute, si c'est trouvé, parce que j'étais animateur des éclaireurs éclaireuses de France, scoutisme laïque. Comme ma maman. Ouais, écoute, ouais. C'est les meilleurs. Mais oui, c'est les meilleurs. Et donc, du coup, dans ce truc-là des éclés, si tu veux, moi, j'ai passé aussi certains caps et à un moment, j'étais animateur référent au siège social et tout ça, et je développais j'ai toujours un moment où je développe des trucs, moi, je ne sais pas pourquoi. Toujours est-il que on a construit des kayaks à Trappes. Sauf qu'à Trappes, à part l'étang de Saint-Quentin, si tu veux, il n'y a pas beaucoup de rivières. Et donc, on s'est retrouvé avec 10 kayaks sur les bras. On s'est dit, mais merde, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et avec Marc Le Foglock, le pote, on s'est dit, on va monter un club de kayak. C'est évident, tu vois. Et donc, puis après, du coup, il faut qu'il y ait un moniteur de kayak dans nous. Et voilà, ça s'est joué un peu comme vous, là, le jeu de départ. Et puis, c'est moi qui m'y suis collé. Et donc, je suis devenu moniteur de canoë-kayak. Voilà. Sans rivière. Sans rivière. C'est splendide. Je suis devenu professeur d'équitation, on n'avait pas de poney. C'est ça. Mais non, mais quand même, après, on a acheté une remorque, on a mis les kayaks dessus, puis on allait à la rivière, tu vois. Mais... Ça se trouve quand même des rivières. Oui, ça se trouve. Il y en a. Enfin voilà. Et donc, j'ai monté un club et après, je suis devenu président du club de canoë-kayak. Voilà. Et puis voilà, l'impro s'est développé. J'ai monté une... et là, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc en fait, tu t'es improvisé littéralement, non seulement tu t'improvises d'autres choses dans ta vie. Même tu fais de l'impro en permanence, en fait. Oui, mais on en fait tous. De toute façon, on en fait tous, oui. C'est-à-dire que... On fait tous semblant de savoir... on a déjà eu cette conversation, Ramzy. Il y a des gens qui se sentent jamais les épaules pour... l'expression américaine « fake it until you do it ». On n'est pas tous logés à la même enseigne. Non, c'est sûr. C'est plus un truc de garçon, ça. On fait de l'impro parce que oui, on est dans le temps présent et dans le temps présent, on improvise. Là, on n'a pas... tous les schémas sont pas là, donc on est obligé d'improviser. Après, l'improvisation théâtrale, c'est un sport particulier parce que c'est plus une posture que du jeu théâtral classique. C'est vraiment une idée de posture. C'est une sorte d'écoute active très forte.
quand tu es en improvisation, tu es à la fois le metteur en scène, tu es à la fois l'auteur ou l'autrice, et tu es à la fois l'interprète. Donc, Dieu, finalement. alors, l'être humain, c'est toujours pris pour un dieu, Juliette. Je Tu sais sais bien. que tu es Non, une mais- déesse. Non, Sais-tu tu es Ah non, une moi je déesse. sais. Ah Moi, oui, c'est voilà. les autres qui sont Bon, pas au heureusement. courant. Ramsey, il n'a pas l'air d'être trop au courant. Non, mais non, bon, non. Mais bon, on va pas partir sur les Ouais. religions, Non, parce non. qu'après, ça va être compliqué, mais... Mais non, mais cette idée d'être tous les rôles Oui. en même temps, il y a une chose, oui, de l'omniscience, de... Absolument, absolument. Et de conforter ça, ça te donne aussi une considération forte. Parce que, effectivement, dans le schéma classique, tu vas avoir un texte, tu vas travailler un personnage, tu vas approfondir tout ça, tu vas lui donner, effectivement, l'incarner, lui donner une couleur qui est la tienne et tout. Sauf qu'en impro, ça, tu le fais, mais il faut que tu le fasses en 20 secondes. Et que, du coup, tu vas avoir des moments de théâtre. Parce qu'il y a des moments, quand on improvise, même dans le métier, quand tu improvises comme ça, il y a des moments magiques où ça se met en place, où ça va vite, où les personnages se dessinent et tout. Donc en impro, ou en match d'improvisation théâtrale, on va retrouver des moments comme ça. Après, il y a des moments de galère, Ouais. où parce qu'il y en a qui vont s'échapper pour plein de raisons possibles, ou vont être cabots, ou vont, tu vois, bon... Et Alors, concrètement, ça se passe comment un match d'impro? alors concrètement, Est-ce que c'est le truc où on demande au public de donner des mots? Est-ce que c'est alors il y a ça, c'est il y a plusieurs, mais je sais pas, hein. il y a plusieurs formes. on En fait. regarde. Non. Non, mais il y a plusieurs formes. Il y a le match d'improvisation théâtrale qui est assez codifié. Tu vois, c'est 2 équipes composées de garçons et de filles avec un coach autour d'un espace de jeu qui est une patinoire, qui est le cérémonial de la patinoire de hockey. Puisqu'en fait, le match d'impro, c'est des Québécois qui ont repris tout le cérémonial du hockey. Ah bon. Alors, dans la mythologie, si tu veux, de cette discipline qui est assez jeune, dans l'histoire du théâtre, c'est les matchs de hockey, ils sont pleins, et nous, au théâtre, on n'arrive pas à remplir. Bah, viens, on va reprendre La scénographie. la scénographie du match de hockey, sans demander à la fédération de hockey si ça allait, tu vois, ils ont fait ça. Et donc, tu as 2 équipes, garçons, filles, coach, tous avec des maillots de hockey. Donc, du coup, c'est bien parce que ça on verra plus tard si on a le temps dans la 4e série de ton épisode, de La Fabrique. Mais ça fait qu'il n'y a pas une histoire de genre, il n'y a pas une histoire de ça. C'est-à-dire qu'on est tous en maillot, on est tous à créer des histoires ensemble. Et il y a un arbitre qui est garant de l'espace de jeu, c'est-à-dire qu'il va sécuriser cet espace-là en ayant des règles, en ayant des fautes, tu vois, de rudesse excessive, de manque d'écoute, de retard de jeu. Donc il y a tout un cadre et tout pour éviter des débordements. Cabotinage. C'est vrai, génial. Ouais. Et C'est donc, fou. et l'arbitre est essentiel. Par exemple, les facilités peuvent être Voilà. sanctionnées. C'est ça où et donc si la personne fait 2-3 facilités tu la sanctionnes. Et donc il est obligé de chercher autre chose. Ou celui qui arrive et qui impose un personnage à l'autre, il a une rudesse excessive parce qu'il n'a pas laissé à l'autre le pouvoir exprimer un ça. champ Il faut suffisamment large. envoyer tous les humoristes masculins Ah ouais. faire des matchs d'impro. Hein. Non, On ça leur- réglerait des trucs, non Oh Nick là, il n'y a pas que. Il y a les politiques, tu peux envoyer tout le monde faire Oh, mais faire moi, je d'impro. parle que de ceux que je Ouais, fréquente. ouais. Et donc, C'est fou. et donc si tu veux, ça te. comme ça. Et donc, il y a l'image de la compétition, parce qu'en fait, 2 équipes qui vont s'affronter dans cet espace-là. Mais si tu n'es pas avec l'autre, tu ne peux pas construire d'histoire. On parlait de la création, mais c'est ça, pour créer avec l'autre. Quelque part, il y a une stimulation, parce qu'au bout du compte, le public, à la fin de l'impro, vote pour l'une ou l'autre équipe. Ouais. Donc, tu as une stimulation quand même d'efficacité, d'être efficient dans le personnage, dans ma voix portée, dans la construction d'une histoire, dans savoir rythmer une histoire. Donc, si tu veux, effectivement, alors moi, je me suis essentiellement développé avec les gamins, tu vois, de collège, parce que je pense que c'est une période qui est une des périodes les plus compliquées de la vie, et que du coup, leur donner la possibilité de chercher dans leur humanité. Et puis là, tu arrives, il n'y a pas de texte, il n'y a pas machin. C'est ton humanité que tu mets en jeu. Là, tu te dévoiles totalement. Tu te découvres. Tu te dévoiles et tu te découvres. Et du coup, tu cherches en plus à être avec l'autre, puis à être performant quand même, parce que c'est les pairs qui votent en face de vous. Donc voilà, donc le match, c'est ça. Et puis, c'est des impros qui vont entre 30 secondes.
Alors pour les gamins, ça va entre 30 secondes et 4 minutes, donc c'est assez court. Mais dans le truc officiel, c'est de 30 secondes à 20 minutes. Ah oui. Et alors après, le match d'impro, c'est ce qui est arrivé en premier en France, et ensuite, des compagnies ont développé des formats cabaret. Moi, par exemple, je fais du quintet. On est 5 comédiens, le public donne un thème, et on part, et c'est nous qui gérons à la manière d'eux, c'est nous qui gérons pendant l'impro et tout. Et ça, c'est plutôt sympa. Et le public ne vote pas. Mais par contre, c'est son thème. Ça. Donc, et donc, c'est là où c'est bluffant, parce qu'il y en a qui sont bons. Moi, je suis un peu cabot, je dois l'avouer. Mais Et toi, Juliette, tu as fait le cours Florent, ça ? Ouais. Tu peux te rapprocher du micro ? Oui. Puis c'était bien parce que c'était pas un ordre. Non, c'est. Dans le ton, il mesure très bien, Ramzy. Non, il y a un peu, et puis une sorte de lassitude aussi, hein, tu vois. C'est ça. C'est vraiment ça. Ce mec est Scarlett O'Hara, il est gavé, mais plus, tout le temps. Donc tu as fait le cours Florent. Ça fait que le 36e Personne n'est épisode. parfait. Ah non, mais c'est pas ça. C'est assez fabuleux de ce cours Florent, parce qu'il a cette renommée qui fait que, bien sûr, il va attirer plein de gens, et il va forcément attirer des gens qui sont exceptionnels aussi dans le truc. Donc, forcément, dans le lot... c'est l'auberge, c'est très clairement l'auberge espagnole. Enfin, on devrait l'appeler l'auberge espagnole. Ouais, voilà. Payante. Donc voilà. Sauf que moi, c'est pas payant. Voilà. Et allez, là, soudain, la foule vient... Non, mais on est dans un autre process que celui-là. Et l'impro devient aussi une école du théâtre, par de fait. Justement, est-ce que dans le cours Florent, il y a de l'impro ? À mon époque, non. À mon époque, mais c'est il y a 1000 ans, hein, donc je suis sûre que ça a changé depuis. Et moi, de toute façon, je voulais pas du tout. Moi, j'étais ultra rétive à toute forme d'improvisation, puisque moi, ce qui m'avait amené c'est le texte. Au cours Florent, c'est le texte. C'était le moyen que j'avais trouvé pour coller à mes plus vieilles amours, à savoir les bouquins. Ouais. Voilà, moi j'ai l'amour de ça, mais voilà, c'est tout. Et quand on parle de temps en temps, il y a des moments des sorties de texte, j'imagine, quand tu joues Alors l'impro est un outil. C'est un outil de moi j'étais raide. recherche. Moi j'étais raide vis-à-vis de ça parce que justement je trouvais que souvent les... Non, mais la production. Je dis pas faire du Jean Lefebvre, regarder le public et dire c'est dans le texte. Ouais, mais le problème c'est que quand tu es jeune et que tu débutes, la frontière, elle est très difficile à trouver. Donc moi, j'étais plutôt... même quand je formais des comédiennes qui allaient jouer avec nous, j'attendais d'elles qu'elles collent au texte. Et une fois qu'elles auraient fait leur preuve c'est ça. à l'intérieur de ce texte, on verrait ce qui se passerait. Mais quand une de tes camarades sortait... Il y en a eu une, en l'occurrence Samantha Benoît, qui, elle, m'a prouvé ce que c'était que quelqu'un qui avait ça, une vraie capacité à d'impro. écrire aussi au plateau, donc à une écriture plateau forte. Parce que je l'ai vu faire des trucs. Ah mais moi... sur scène où on répète, où vraiment, même sur scène, j'ai failli applaudir parfois. C'est-à-dire, je suis pas hyper concentrée comme comédienne. C'est pour te dire, Ramzy, à quel point elle était forte, Samantha. Non, mais Samantha, pour moi, c'était un génie de ça. Elle avait un sens et sans caboter, et sans marcher sur les pieds des autres, ce qui est vraiment ultra complexe. J'en ai vu plein faire ça. Et d'ailleurs, là, tu vois, par exemple, le Trophée Culture et Diversité, dont j'étais encore le directeur artistique jusqu'à avant-hier, qui a duré pendant 15 ans, t'as des gamins ou des gamines, quand tu vois la flamme dans leurs yeux, quand ils rentrent dans la patoche, c'est ce que j'appelle les constructeurs. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ils placent le thème, ils placent machin, ils se mettent en réserve, ils reviennent, ils ont un sens de la rythmique qui est incroyable, de l'écriture, de la dramaturgie même de ce qui se joue. Et tu sens qu'il y a un plaisir. Toi, ils ont découvert ça, ils viennent, ils refont un personnage. Et ce sens de la rythmique, tout le monde ne l'a pas. Un Jamel Debbouze, pour prendre un de mes petits... voilà, parce que on te connaît... enfin, moi, je t'ai découvert à travers Jamel Debbouze, puisque Jamel Debbouze dit que c'est toi qui l'as formé. Écoute, il n'arrête pas de le dire. Encore il y a 2 jours, il l'a redit. Incroyable. Mais Jamel, c'est bien, une belle reconnaissance. Non, mais c'est au-delà de ça. On s'est construits tous les deux. On parlait que je suis metteur en scène. Et tout le monde dit oui, tu as découvert Jamel Debbouze, tu as accompagné Jamel, j'ai mis en scène son premier spectacle.
Oui, mais Jamel m'a construit moi en tant que metteur en scène. Ouais, c'est ça. Parce que toi, t'avais quel âge à ce moment-là? Bah écoute, c'est 90. 90, donc t'avais 27 ans. Ouais, voilà, tu vois. Et puis, donc, le trophée de Trap Impro et tout, lui, il était dans son collège. Hein, il devait avoir quel âge il avait? Il a 50 ans aujourd'hui. Non, hier, c'était hier. Donc, voilà, il était tout jeune, 12-13 ans, quoi, tu vois. Et donc, ouais, moi, je fais mon atelier d'impro. Bon, Jamel, il venait de se faire virer de cours, mais il le raconte dans un de ses spectacles. Hein, il se fait virer de cours. Et c'est un collège particulier où il y a des passerelles, tu vois. Et moi, j'étais dans l'amphi en bas. Et lui, il se foutait de nous, il nous crachait dessus. Je fais, OK, descends, merdeux, tu vas voir. On va voir ce que tu as dans le ventre. Ah ouais, parce que c'est bien de faire le kéké. Il m'a pris au mot, il est descendu. Et il n'est jamais remonté. Et voilà. Et donc, c'est une rencontre. Et ensuite, Jamel, c'est aussi cette intelligence du jeu. On parlait d'intelligence de jeu qu'il y a. C'est que le mec, il fait quand même 30 kilos tout sec. Mais sur un plateau, le mec, il est toujours au bon endroit. Ouais. Ça, c'est un truc, il y a un sens du plateau. Et puis, un sens de... C'est le gars, une impro, on est en 99... non, c'est quoi ça? C'est quand? Ouais, je sais plus. 91. On fait le premier championnat de France junior d'impro et tout. Il part dans l'équipe. Il y a Sophia Ram, il y a d'autres personnes que vous connaissez pas, mais qui ont fait une carrière aussi dans le spectacle. Une équipe incroyable. À un moment donné, tu as donc 6 joueurs. Tu as 12 joueurs dans la patinoire. Ça part dans tous les sens, machin. Fin de l'impro, tout le monde s'écarte. Le seul qui a la présence d'esprit de rester au centre et de faire le dernier mot, c'est lui. Ah ouais. Et là, je fais, waouh, alors lui, il a tout compris, quoi. Le mec, il voit tout le monde s'écarter, il va aller là où il faut, équilibre plateau, je suis au centre, il fait une phrase, fin de l'impro, hop, je fais le point. Donc, je suis à tort. Donc, c'est aussi, comme tu dis, c'est des gens exceptionnels qui, d'un seul coup, et puis un appétit, d'un seul coup, un terrain de jeu, un espace où il est reconnu. Ça devient la mascotte du collège. Mais moi, c'est ce que j'ai découvert après avec cette comédienne, Samantha Benoît. Ouais. C'est qu'elle avait, comme plein de gens, hein, une validation qui n'était pas venue au sein de sa famille, au sein de sa fratrie. Enfin, elle trouvait, elle se sentait ni une bonne élève, elle ne se sentait pas jolie, elle se sentait aucun, alors qu'elle l'est, hein, bien sûr. Et tout à fait objectivement. Mais bien sûr. Je pense qu'elle n'a jamais manqué ni d'intelligence ni de beauté. C'est pas le sujet. Elle se sentait pas comme ça. En revanche, à cet endroit-là, je ne l'ai jamais vue douter. C'est ça. Et c'est un truc que j'ai pas encore réussi à percer, ce mystère-là, de comment quelqu'un qui est dans un doute permanent dans tous les autres endroits de sa vie, typiquement au restaurant, elle va prendre 200 ans pour choisir un foutu plat. Tu la mets sur scène. Elle sait. Sa voix sait. C'est fou ça. Hein, sa peau sait. Son visage sait comment choper la lumière, le public. J'ai toujours pas perçu. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'était les moments où je la voyais ne pas se poser de questions et faire les choses avec intelligence. Hein, c'est pas une affaire d'instinct. Ce que je te dis, c'est ce que je t'ai dit avec le match d'impro. Le plateau, la scène, elle est magique, elle est sécurisée. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, elle a le droit, comme nous, on a pu le vivre, nous, elle a le droit d'être autrement. Et qu'il y a un metteur en scène où il y a quelqu'un qui lui dit « Ouais, là, tu peux, là, tu as le droit. » Moi, les gamins et tout, moi, j'ai des gamines, par exemple, des premiers matchs d'impro, les profs viennent voir leurs élèves jouer, et d'un seul coup, j'ai une prof qui me dit « Il y a une gamine, elle prend l'impro, elle se met à chanter, une voix incroyable et tout. » On est donc au mois de mai, tu vois. La prof me dit, je n'ai jamais entendu le son de sa voix en cours. Elle est invisible. Tu sais, ces élèves invisibles. C'était moi. Voilà, tu vois, mais ils captent tout, mais invisible. Et là, d'un seul coup, elle dit, mais en fait, elle parle. J'ai dit, mais là, non seulement elle chante. Et donc, du coup, elle dit, ah bah non, tu vas voir demain en cours, ça y est, elle existe. Et donc, un espace sécurisé. C'est intéressant ce que tu dis sur les... Mais non, mais si ça te... Non, mais attends, on est dans la discussion. Non, mais ça me parle, ce que tu es en train d'évoquer, l'idée d'un espace sécurisé, puisque ce qui conduit les enfants à ne pas souvent oser, ou savoir qui ils sont, et donc oser,
C'est ça. C'est-à-dire, c'est éternellement la peur de se tromper, la peur de mal faire. Et donc, l'idée de proposer un endroit sécurisé. Ah, mais c'est fabuleux. Bon, après, il faut arriver à le... Mais et là, j'ai un outil qui est le match d'impro qui propose ça. Je dis, OK, là, les gars, il y a la patinoire, je suis l'arbitre. Alors, attention, moi, là-dedans, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des règles. Si vous faites machin... Mais il y a des trucs qui se sont passés étonnants. Si je prends 3 exemples. Un gamin qui bégayait, vraiment un bégaiement extrêmement puissant et tout ça, c'était compliqué. Moi, je dis, OK, il y a le temps de caucus, c'est-à-dire que tu as 30 secondes pour pouvoir dire une histoire. T'adaptes, tu dis, OK, on va prendre un peu plus de temps, tu vois, parce que Mehdi, c'est plus compliqué pour lui. Mais par contre, le mec, il avait un imaginaire complètement fou. Et donc, les copains, au départ, il était un peu le rejeté. Tout le monde voulait l'avoir de son équipe parce qu'il donnait les bonnes idées, parce qu'il avait il envoyait les joueurs au bon moment. Le gamin, au bout d'un an d'impro, il bégayait plus. Ah oui. Tellement il a eu confiance en lui. Autre exemple comme ça de psy à 2 balles. J'ai fait, comme j'étais éducateur, j'ai continué à faire de l'impro en milieu éducation surveillée et tout ça. Et j'avais un atelier. Et pareil, il y avait un des gamins, lui, il perdait ses cheveux partout. Tu vois, c'est son... Il se les enlevait ou et ça il tombait? Ça tombait. Et puis, c'était la tête de Turc dans le groupe, machin. Moi, j'ai un pro, sécurisé, tout ça. Le gars, c'était incroyable. Une poésie, une poétique, une capacité. Et donc, du coup, tout le monde... Puis là, ils sont obligés de l'écouter pendant 3 minutes. Parce que c'est la règle. Et on a trouvé génial. Et du coup, ce gars-là, sans vouloir machin, il pourra me dire merci, ses cheveux tenaient à la fin. Ah ouais. Tu vois ? Et moi, des moments comme ça, quand je dis la force, la puissance du jeu théâtral, la puissance de l'acte de créer, puisque c'est aussi le thème de l'acte de création, quand il est sécurisé, il a une force incroyable je te parlais de résilience, je parlais de ça au début entre nous, mais de cette force-là de se reconstruire et d'avoir la possibilité, OK, cette jeune fille qui s'est mise à chanter. Ouais, je peux le faire. Ouais, je le fais dans ma douche, mais là d'un coup, et puis de le faire dans les autres, d'être validé par les autres, parce que c'est le jeu et qu'à la fin le public vote. Et alors je peux me planter sur une impro, mais j'en fais une. Et dans un match, il y a une 20aine d'impros, donc j'ai 20 fois la possibilité de faire ça. Dans un truc classique, tu vas travailler le texte, travailler le personnage et tout, prendre un certain temps pour mise en scène, enfin ça prend du temps. Donc la validation de ton travail, elle va prendre plusieurs mois, voire plusieurs semaines. Là, la validation du travail, c'est au bout de 2 heures. Et là, du coup, ça change. Et puis, il y a quelqu'un, et c'est ce que je représentais, papy, il rentre dans la patinoire, attention, il ne fallait pas moufter. À tel point, et là c'est fou, c'est qu'il y a une des profs, il y a un des gamins. Alors, encore une petite anecdote. Je suis en atelier, dans un collège, à Trappes, machin. L'assistante sociale rentre dans mon truc, me jette un gamin, elle dit « Oui, essayez de faire quelque chose avec lui. Voilà. » Et je vais la voir, je dis « Bonjour madame. » Déjà, quand on rentre dans la salle, tu vois, je te dis, c'est parce que c'est des gamins, parce que c'est la banlieue, ça m'insupporte eux, ils peuvent se permettre ça, de rentrer comme si c'était un moulin. Donc ça me gave. Je vais la voir, je dis, écoutez, la prochaine fois, frappez avant de rentrer et tout ça. Elle dit, oui, vous comprenez, il agresse des petites vieilles et tout. Et vous croyez que moi, je vais régler ça? J'ai dit, alors, si, peut-être qu'il va se passer un truc, il aura peut-être un bon mot avant d'agresser la petite vieille. Mais j'ai peut-être pas réglé le fait qu'il agresse la petite vieille. Tu vois? Et ce gamin-là, il arrive avec son blouson, donc pas envie d'être là, machin, et tout ça. Moi, ok, d'accord, c'est pas grave, tu restes là, tu regardes, puis à un moment donné, tu fais des exercices, il part dedans, il s'amuse, machin. Un moment, il enlève son blouson. Je dis, ok, on gagne. Et à un moment donné, il fait un bébé. Mais il le fait très bien dans l'histoire, tu vois. Et il se rend compte qu'il fait un bébé. Donc, il arrête et tout. Et tout le monde l'applaudit, il dit, ouais, génial. Et alors, le mec, tu te rends compte de la perturbation. C'était le caïd de truc, il agresse des gens et tout. Mais là, il était plus reconsidéré en faisant quelque chose de positif dans cet espace-là. Je peux dire qu'il est rentré, alors je ne sais pas s'il agressait encore les petits vieilles après, mais ça l'avait perturbé. Et je me dis, mais cet espace, il est fabuleux, l'espace du plateau, l'espace scénique magique. Il est vraiment magique. Une autre gamine, à un moment donné, on est toujours à Trappes, atelier, tout ça, et elle se met à parler en bambara. Et elle s'arrête. Elle fait « Oh, pardon, excusez-moi. » J'ai dit « Non, faute, t'as pas le droit de t'arrêter. Refus de personnage, machin. Tu continues. » Et voilà. Et à la fin, je lui dis « Mais on était tous avec toi. On comprenait la maman qui engueulait sa gamine en bambara. »
Je dis non, on comprenait rien à ce que tu disais, mais par contre, on voyait bien, il y avait l'État, il y avait le truc. Et là, c'est possible. Ta langue maternelle est utilisable, elle est entendable, elle est recevable par le public, parce qu'on t'a tous applaudi, et on était tous morts de rire. Ah d'accord. Et donc, tu redonnais des possibilités à chacun, dans son humanité, à nous donner à voir quelque chose, et de se dire, là, il y a un espace qui me le permet. Mais je te dis, les gamins, là encore, tu vois, je suis pas venu avec, mais j'ai une prof de français qui m'a donné des trucs de gamins qui lui ont dit ce qui tu vois, le nombre de gamins qui disent ça m'a sauvé. Ouais. Le nombre de gamins qui me remercient. Alors c'est vrai que tu vois, 2500 par an, effectivement, sur 130 collèges, machin, c'est devenu une machine de guerre. Mais c'est incroyable. Une fois, je rentre à Montreuil, je rentre dans la pharmacie, j'ai le nez qui coule, voilà, le pharmacien fait « Ah, papy !» Je dis « Merde, même le pharmacien me connaît ?» Je dis « Ouais, on se connaît. » Il me dit « Bah ouais, j'étais au collège, à Trappes et tout. J'ai jamais eu l'occasion de te dire merci, mais il dit « Tu peux pas savoir comment ça m'a aidé de prendre confiance en moi, de pouvoir parler. Regarde, c'est ma pharmacie, tiens, soigne-toi. » Je pleurais en sortant. D'ailleurs, de le revivre, ça me touche, mais c'est... Voilà. Oui, il y a Jamel qui n'arrête pas de dire sans papy. Tu vois, hier, on est à Marigny. Tu as 60 gamins qui font de l'impro. Tu leur fais vivre ce truc fou, tu vois, 800 personnes dans le public et tout. Et puis, il y a un moment, tu as Jamel qui fait « Bon, on est tous d'accord, s'il n'y avait pas papy, on ne serait pas là. » Donc moi je te dis pas, après tu marches sur l'eau, enfin tu te prends pour Jésus, enfin un Dieu, enfin c'est nul. Et on a bouclé la boucle. Mais tu vois Juliette, cet espace sécurisé qu'est le plateau, pour répondre à la question, je crois que ça permet ça. Et t'as Samantha, je crois que effectivement, de monter sur le plateau à ce moment-là, se dire que t'es là et qu'il y a une bienveillance. Tu vois, dans ce qu'elle va donner, ce qu'elle va produire. Oui, puis je pense que Sam, elle l'a vu dans mes yeux et ceux de notre collègue et amie Christine Anglio. Elle nous a vus en répétition, ne pas pouvoir continuer la répétition parce qu'on hurlait de rire et on était censé être plus forte qu'elle. Et là, on se disait, mais qu'est-ce que c'est que cette machine de guerre? Ouais. Comment elle... Et quel bonheur de partage, tu vois. Et puis, il y a cette notion de partage. Le plateau, t'es pas tout seul. Et donc, dans l'impro, effectivement, à un moment donné, tu dois être avec l'autre. Et la jouissance de la création, qui est quand même pour moi le propre de l'homme, je connais pas les fourmis, mais très peu de fourmis, à mon avis, disent, au fait, ce soir, je joue la fourmilière 4, venez les potes, je fais non. La seule bestiole sur cette planète qui dit venez me voir, je vais faire un truc, c'est une fiction, ça n'existe pas, c'est de l'imaginaire, c'est pas le monde, c'est pas vrai, tout est faux, mais c'est vrai quand même. Enfin, venez et on va vivre un moment d'émotion. On est les seules bestioles sur cette planète qui faisons ça. Que ça soit du compteur, que ce soit machin, enfin on a toujours fait ça. Parce que c'est horrible d'être perdu dans cet espace universel, machin. Donc, du coup, il faut bien qu'on invente des trucs. Sinon, on ne comprend pas. Déjà, on ne comprend pas pourquoi on est là, pourquoi on vit et tout. Et là, il y a un espace où ça donne du sens. Où on essaie de donner du sens à ce putain de monde qui part en cacahuète. Et en plus, c'est nous qui faisons les cacahuètes, donc c'est pas cool. Mais du coup, c'est ça qui est fabuleux au théâtre. Moi, je trouve cet espace tellement fabuleux, tellement incroyablement humain. Beaucoup plus humain que, effectivement, une entreprise, une société et tout. Et que qu'est-ce que vient chercher le spectateur? Il y a quand même des gens qui donnent de la thune, du flouze, de l'artiche, du blé, pour pouvoir, je sais pas, parce qu'à différentes périodes, ça pouvait être du blé, on peut penser qu'ils venaient avec des petits sacs de blé, pour aller voir le spectacle. Et toujours est-il qu'il y a des gens qui ont besoin de... Et qu'est-ce qu'on leur offre? On leur dit pendant 1h30, 2 heures, 3 heures, selon les spectacles, on va vous reconnecter à votre imaginaire. On va vous reconnecter avec la jouissance de l'émotion formidable. Ouais. C'est génial. Vive le théâtre. On a besoin du spectacle vivant. Et donc, tu vois, là, je suis un peu énervé en ce moment. Parce que quand on dit, moi, je bosse dans les collèges depuis 40 ans, et là, quand on me dit, ah là, oh là là, santé mentale, les collèges, ça va pas bien, ils ont des couteaux, mettons des portiques. Des portiques? C'est ça la réponse? Sécuritaire, encore une fois. On est un pays éminemment culturel. Non, c'est pas ça. La réponse est envoyer des clowns. Ah, là j'aurais dit, ok. Là, ok, il y a du sens, il y a du fond, il y a du vrai. On va parler de l'humain.
là, hier, il y a 2 jours, il y avait la ministre, Elisabeth Borne, qui était là. Moi, je lui ai dit, madame, regardez ces enfants. Ils créent. Ils ne sont pas sur leur portable. Ils sont avec l'autre. Ils créent des histoires. Ils sont dans leur humanité. C'est ça qu'il faut faire. Il faut développer ça. Pas mettre des portiques. Ouais, mais non. Voilà. De toute façon, on n'a pas les moyens des portiques. Donc... Non, mais en plus, moi, à chaque fois, le coup de mettre en place un portique, si tu veux, le coup d'un portique, moi, c'est un atelier d'impro avec... là, il y a des collèges où ils sont obligés de faire des sélections. Dans un collège de 800 gamins, il y a 200 gamins qui se présentent pour faire de l'impro. Ils sont obligés de sélectionner. Ils n'ont pas les moyens de développer ça. Mais c'est du délire. Parce que d'un seul coup, on les reconnecte avec leur humanité, leur capacité à créer. Eh bien, figure-toi que c'est là-dessus qu'on s'arrête. Bah voilà. Pour ce premier épisode. Merci Papy, merci Juliette. Merci Juliette. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve vendredi pour le bonus et la semaine prochaine pour la suite de cet épisode. Bisous.